Mais d'abord donc les Gilets jaunes, retour sur un mouvement parti d'un rond-point du nord de la France et qui a fait vaciller la présidence d'Emmanuel Macron avec Hugo Lemonnier. Ils ne sont plus qu'une poignée réunis samedi dernier là où tout a commencé. 3 ans plus tard, toujours la même colère, toujours les mêmes revendications. Je veux vivre et ne pas survivre. Et 3 ans après, c'est toujours le même résultat, quoi. Octobre 2018, le président, lancé dans une itinérance mémorielle dans l'Est et le Nord de la France, est rattrapé par la montée d'un mouvement de contestation avec un signe de ralliement, le gilet jaune. Le gouvernement ne le sait pas encore, mais son projet de taxe sur les carburants a réveillé une colère profonde. Et déjà, une figure se démarque, Jacqueline Moureau, à l'origine d'une vidéo visionnée plus de 6 millions de fois sur Facebook. On ne vit pas tous en ville. Moi, je fais 25 000 km par an, donc j'ai pas le choix que de prendre ma voiture, qu'elle pollue ou qu'elle ne pollue pas. 17 novembre 2018, des ronds-points aux Champs-Élysées, la France se part de jaune. Précaires, mères isolées, travailleurs pauvres. Le mouvement met en avant une frange de la population d'ordinaire mise à l'écart du débat public. Mais nous, on est outre pauvres, outre riches pour lui. Mais on est les derniers de cordée, parce que les premiers de cordée, ils ont tout, nous, on n'a rien. Mais dès les premiers actes de la mobilisation, les manifestations tournent à l'émeute. La répression policière fait de nombreux blessés, mains arrachées, manifestants éborgnés. Jérôme, on te vengera! Pour éteindre l'incendie, Emmanuel Macron sort le carnet de chèques, défiscalisation des heures supplémentaires, primes exceptionnelles, annulation de la hausse de CSG sur les petites retraites. En tout, 17 milliards d'euros mis sur la table et un mea culpa du chef de l'État. Il a pu m'arriver de vous donner le sentiment que ce n'était pas mon souci, que j'avais d'autres priorités. Je sais aussi qu'il m'est arrivé de blesser certains d'entre vous par mes propos. C'est le début d'un exercice inédit, le grand débat national. 10 000 réunions citoyennes organisées à travers la France. Depuis le temps qu'on vote, finalement, on se rend compte que les gens qui nous représentent à la tête de l'État, mais finalement, servent toujours la soupe aux gens qui sont les plus riches. Mais cette vaste consultation est aussi l'occasion pour Emmanuel Macron de mettre en scène son dialogue avec les citoyens et leurs élus. La vraie inégalité dans notre pays, c'est qu'avec le même talent, la même motivation, 2 enfants français n'auront pas les mêmes chances de réussir dans des familles différentes ou dans des lieux différents. Au terme du grand débat, on dénombre près de 2 millions de contributions, avec au cœur des revendications la question fiscale. Notre pays a atteint aujourd'hui une sorte de tolérance fiscale zéro, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais c'est souvent comme ça qu'elle est exprimée. Nous devons baisser, et baisser plus vite, les impôts. Samedi après samedi, le mouvement des Gilets jaunes marque un net recul sans jamais disparaître. Des manifestations contre la réforme des retraites au mouvement contre le pass sanitaire, le Gilet jaune reste 3 ans plus tard comme un étendard de la contestation. Que reste-t-il des Gilets jaunes? On en débat tout de suite et je vous présente mes invités. Michel Viviorca, bonsoir. Vous êtes sociologue, vous venez de publier Où va la France? Métamorphose ou déchéance, c'est aux éditions Rue de Seine. Isabelle Veramasso, bonsoir, directrice de recherche au CNRS, directrice du laboratoire communication et politique du CNRS. Cédric Zabot, bonsoir, vous êtes le directeur de l'association des maires ruraux de France. Avec nous en visioconférence, Yves Castéra, qui est artisan Gilets jaunes, bonsoir. Vous êtes membre de l'association Éveil Citoyen qui regroupe les Gilets jaunes de la région de Tarbes. Et puis j'accueille également Mathieu Croissando, éditorialiste politique à mes côtés, comme tous les lundis et mercredis. Peut-être la question générale, je vous propose à chacun une réponse assez courte parce qu'on va pouvoir détailler ensuite. Qu'est-ce qui reste de ce mouvement 3 ans après? Spontanément, qu'est-ce qui vous vient, Michel Viviorca? Un spasme, un moment où la société se cabre, un mouvement porté non pas par les plus pauvres, mais par des gens qui n'arrivent pas à finir le mois, qui sont dans des régions désertifiées. Une révolte sociale. Une révolte sociale
horizontale, incapable de passer à la politique, peut-être malheureusement, mais un moment de la plus haute importance. Ouais, un moment de la plus haute importance, avec cette revendication fiscale, Isabelle Verhamasson, c'est ce qui a frappé, c'est ce qui a lancé le mouvement, et finalement, on va peut-être s'en rendre compte dans le débat, c'est ce qui reste encore aujourd'hui, alors que le pouvoir d'achat est encore la préoccupation première des Français. Enfin, c'est un peu, le lendemain de la COP26, c'est quand même un peu un paradoxe de dire ça, parce que c'est à la fois la question fiscale et c'est aussi la question d'écologie. Parce que s'il y avait une chose dont on est bien sûr, c'est que les taxes carbone sont efficaces en ce qui concerne la question du climat, et les Gilets jaunes sont d'abord sortis pour s'élever contre la taxe carbone. Donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de symbole des Gilets jaunes. C'est-à-dire à la fois une révolte fondée, parce que l'impôt est toujours quelque chose, quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on ne gagne pas énormément d'argent, qui est insupportable. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, quand on lui demande ce qu'il faudrait faire, il parle d'impôt. C'est la réponse un peu de la droite. Et en même temps, infondée, parce que s'il y a une chose qui est importante aussi, c'est la question de l'environnement et de la transition écologique et du climat. Et là, les Gilets jaunes n'ont pas choisi entre, on le sait, entre la fin du monde et la fin de mois. Ils ont choisi la fin de mois, mais la fin du monde inquiète quand même. Cédric Szabo, même question. En quelques mots, qu'est-ce qui reste pour vous de ce mouvement, 3 ans après? Une absence de réponse aux enjeux de la vie quotidienne. De la part de l'exécutif. De la part de l'exécutif, et pas que de l'exécutif, de tous les opérateurs publics, départements, régions, États, une absence de réponse au sujet de la vie quotidienne. La situation sur l'accès aux soins a empiré. La situation économique, vous l'avez évoqué, il y a toujours cette perception qu'aujourd'hui, sur la taxe sur les produits et sur les carburants, il faut toujours se prendre sa voiture pour se déplacer. Il n'y a pas de solution nouvelle, alternative à la voiture individuelle. Ouais, c'est des sujets de la vie quotidienne, et pour là, on est très loin du compte. Est-ce que je peux dire quand même, parce à répondre vraiment à votre question sur qu'est-ce qui reste. Moi, je trouve que ce qu'il reste vraiment, c'est la menace. C'est-à-dire qu'en ce moment, il y a toujours, on sent comme dans tous les débats, le sentiment qu'il y a une menace, c'est les Gilets jaunes. Ils sont là, on ne sait pas très bien où ils peuvent revenir. Les braises sont encore chaudes. Et ça, en ce moment, avec la campagne électorale, etc., je crois qu'il faut le rappeler. D'accord avec cette idée, Mathieu? Oui, c'était ce que j'ai répondu, moi, c'était une crainte. Il reste une crainte de la part du pouvoir et des pouvoirs de passer à côté de quelque chose, de ne pas avoir un mouvement, parce que c'est un mouvement que personne n'a vu venir en tant que tel. Et puis c'est un mouvement qu'on n'a pas su gérer d'une certaine façon au sommet de l'État, puisque ça finit par se déliter après le grand tour de France d'Emmanuel Macron. Mais on en parlera. Voilà, il y a cette menace et donc cette crainte de la part du pouvoir que ça se réveille ou de passer à côté d'un mouvement similaire. Alors évidemment, dans ce débat, on voulait aussi avoir un représentant. Alors c'est difficile de dire un représentant des Gilets jaunes, parce que par essence, ce mouvement, il était très protéiforme. Mais ceux qui sont encore sur les ronds-points, Yves Castéra, 3 ans après, pourquoi vous êtes toujours mobilisés finalement? Alors, d'abord, il y a plusieurs questions dans votre question. D'abord, je ne représente pas le mouvement des Gilets jaunes. Je suis mandaté par la Fédération d'associations de Gilets jaunes, la FAGJ, pour venir parler ce soir. Je pense que ce qui reste depuis ces 3 ans du mouvement des Gilets jaunes, j'ai entendu certains propos qui me heurtent un petit peu, mais en toute bienveillance. Ce que je veux dire par là, c'est que nous rentrons en politique, nous sommes en politique. Le terme politique, c'est organisation de la cité. Or, le mouvement des Gilets jaunes, pendant la première année, ça a été un mouvement, ça a été des citoyens en Gilets jaunes qui ont mis le Gilet jaune pour être visibles vis-à-vis de la société et des institutions. Et c'est la colère qui les a amenés dans la rue, et la goutte d'essence a fait déborder le vase de la pauvreté et de l'insupportable. La deuxième année du mouvement des Gilets jaunes, ça a été la mise en place d'associations, de structures, de collectifs, de QG, etc. La troisième année, pour répondre aux questions que vous ne posez pas, mais sur lesquelles certaines personnes ont déjà répondu, c'est que nous sommes en train de créer des structures. La Fédération d'associations de Gilets jaunes, c'est issu d'une réflexion collective pour faire en sorte de réseauter, entre guillemets, toutes les associations. Il y en a à peu près 200 en France, y compris avec la Guadeloupe. Nous travaillons beaucoup avec la Guadeloupe pour travailler sur les projets du mouvement des Gilets jaunes, et notamment sur le triptyque justice fiscale, sociale et climatique. Nous, pour répondre à madame, je suis désolé, je n'ai pas son nom, nous rentrons en politique, nous sommes en politique, bien évidemment, puisque nous avons demandé, en tant que fédération de Gilets jaunes, nous avons demandé
de participer à la mission d'information sur la participation électorale. C'est à l'initiative de l'Assemblée nationale et cette mission d'information donne naissance à une mise en place en ligne d'une consultation sur l'abstention, une consultation citoyenne. Or, nous, en tant que fédération d'associations de Gilets jaunes, nous avons toute légitimité à travailler avec l'Assemblée nationale sur la question de l'abstention. Alors, je vais vous redonner la parole. Yves Castéra, on a 40 minutes de débat et vous serez évidemment très présent et régulièrement vous aurez la parole, ne vous inquiétez pas, mais c'est très intéressant ce que vous levez tout de suite. Michel Viviorca et puis Isabelle Vermasson, vous pourrez répondre. Sur la constitution finalement de ce mouvement en force politique, le sentiment qu'on a eu, c'est que le mouvement des Gilets jaunes n'a pas réussi à devenir une force politique, ou en tout cas un parti politique au sens où on l'entend. Ça, c'est factuel, mais ils veulent peser, certains d'entre eux veulent quand même peser. Alors, non seulement il n'a pas réussi, mais je ne sais pas s'il faut dire qu'il n'a pas su ou qu'il n'a pas voulu. Oui. Dès qu'un leader avait une certaine importance, on lui coupait les ailes, d'une manière ou d'une autre. Et d'ailleurs, c'est intéressant, pardon de vous interrompre, mais la réaction d'Yves Castéra quand je parle de représentants, je me suis repris voilà, c'était peut-être pas exactement le bon, écoutez, mais ils ne veulent pas être perçus comme des représentants, il n'y a pas de représentants. Cette femme qui a poussé le premier grand cri, Jacqueline Moureau, j'ai eu la chance de discuter un jour avec elle, elle m'a dit qu'elle avait eu les pires ennuis, les pires menaces, etc. et qu'elle essayait de faire un peu de politique au niveau local, simplement, justement parce qu'on ne voulait pas qu'elle en fasse plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que quand ce mouvement a essayé de s'élever, je dirais, au-dessus, c'est pas hiérarchique ce que dit là, mais au-dessus de le coût de la vie, le prix de l'essence et ce genre de choses, il a voulu être plus institutionnel. Et il a mis en avant le thème du revenu, pas du revenu, du référendum d'initiative citoyenne. Et je ne dirais pas que ça l'a beaucoup fait progresser, ça l'a peut-être un peu déporté vers la gauche, car c'est plutôt un thème, si je peux dire, à la Mélenchon qu'un thème d'extrême droite. Et puis je voudrais rappeler une chose, parce qu'on ne le dit pas avec assez de force ce soir. Ce mouvement est né de questions de mobilité automobile. Oui. Parce que non seulement il s'est construit vraiment sur la hausse des prix des produits pétroliers, mais avant, tout le pays, en dehors des centres de grandes villes, grondait avec la fameuse histoire de la limitation de vitesse. Bien sûr, 80 km. Et donc, c'est un mouvement qui tire, je pense, beaucoup de son énergie, de son dynamisme à cette question de la mobilité, de la diagonale du vide, des déserts, etc. Et si je peux juste ajouter un dernier mot, c'est un mouvement, et c'est une de ses faiblesses, qui n'est ni dans le vieux monde, ni dans le nouveau monde. C'est pas je défends des retraites de manière plus ou moins corporatiste, ça c'est plutôt le vieux monde. C'est pas non plus vive l'écologie, le mouvement des femmes, ce genre de contestation, ça c'est le nouveau monde. Ils sont là pour dire, ils étaient là pour dire avant tout, nous ne voulons pas être les laissés pour compte, faire les frais de tout ça. Mais je ne crois pas que ce mouvement nous installe quelque part en arrière ou en avant. Oui, on va évidemment continuer d'en débattre. Cet élément enquête Ipsos Soprasteria pour France Inter à l'occasion de ce 3e anniversaire. Une résurgence est-elle possible ? La réponse à ce sondage, c'est oui à 82%. Alors ça rejoint la problématique de la transformation de la menace et de la transformation en autre chose, un mouvement politique ou une autre forme d'action. Isabelle Vermasson, est-ce que vous croyez que cette résurgence, elle est possible ? Alors, de toute façon, nous sommes un peuple de révolte et de révolution. Oui. Et je me souviens être parmi vous, les journalistes, pour essayer de comprendre de quel type était ce mouvement-là. On avait parlé de jacquerie, oui, pour montrer le caractère spontané, populaire et non organisé de la révolte. On avait parlé de poujadisme, parce que ce n'était pas effectivement les milieux ouvriers ou paysans qui étaient plutôt du côté du marxisme et des mouvements de gauche, mais plutôt des petits commerçants. Ce n'étaient pas des gens, ce n'était pas la misère qui descendait dans la rue, c'était des gens intermédiaires. Moi, je suis allée chez Jeanne Gilles, il avait plutôt une jolie maison, et Dieu sait s'il était révolté. Donc, on a beaucoup réfléchi sur la nature de ce mouvement, et on ne l'a pas trouvé, mais c'est vrai que nous avons pas mal d'exemples dans notre histoire de mouvements populaires. Celui-là est assez inédit. Il est assez inédit non seulement parce qu'il représente des couches de la population nouvelle, également parce qu'il a des problèmes nouveaux, les problèmes de transport, Michel Viviorca le disait, et aussi parce qu'il s'est servi de modes de communication nouveaux également. On se souvient
de la mobilisation à travers Facebook, de la capacité qu'ont eu les Gilets jaunes de s'adresser à la population avec d'autres moyens que traditionnels. Donc, des révoltes traditionnelles comme nous en avons en France régulièrement, avec des modes d'intervention, de mobilisation nouveaux. Mais finalement, ce qui m'a frappé avec le recul, c'est quand même le caractère anarchiste. Alors, Dieu sait si les anarchistes sont anciens. Le refus du leader, le refus de l'organisation, le rejet de l'État, le rejet des institutions. Il y avait quelque chose de très ancien et que nous connaissons bien dans notre histoire et qui est un mouvement qui a eu son importance en France, mais qui n'a jamais finalement eu de débouché politique réel parce que justement, il y a comme ontologiquement, comme dans sa nature propre du mouvement, quelque chose qui rejette, qui refuse l'organisation politique. Yves Castéra, un mot de réponse. Est-ce que vous sentez l'âme d'un anarchiste? Ça doit vous faire réagir d'entendre ça. Alors, moi, je trouve très incroyable que là, je trouve qu'il y a deux paradigmes qui s'affrontent. Ce que j'entends, c'est essayer de placer le mouvement des Gilets jaunes dans un tiroir qui appartient à votre paradigme. Nous ne sommes pas là-dedans. Quand vous dites que nous sommes dans l'impossibilité d'aller plus loin, d'avancer parce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne peut pas, parce qu'on nous coupe les têtes chaque fois qu'il y a une personne qui émerge, c'est pas tout à fait ça. C'est que les institutions, le problème, ce sont les institutions qui nous empêchent de faire ça. Je vous donne un exemple, un seul exemple. On parle des grands partis et des petits partis. Vous savez que, Emmanuel, quand on parle du pouvoir d'achat, on parle du gasoil, on parle d'écologie, on n'a pas choisi fin du monde versus fin du mois. On n'a pas fait le choix. C'est pas vrai. On travaille sur les deux volets. La Fédération d'associations de Gilets jaunes a créé la coordination nationale avec tous les mouvements historiques, tous les groupes historiques du mouvement, et nous travaillons sur toutes ces constantes-là, sur toutes ces valeurs écologiques, démocratiques, fiscales, sociales. Sauf qu'on s'est rendu compte en tirant les ficelles que quand on touchait le maillon du pouvoir d'achat ou de l'écologie, on revenait systématiquement au maillon de la démocratie. Or, aujourd'hui, on se rend compte que depuis 3 ans, 4 ans, on est gouverné à coup d'état d'urgence sanitaire et de conseil de défense. La population, quels que soient les sujets, la population qui appartient au mouvement des Gilets jaunes, puisque je suis là pour ça ce soir, la population n'est pas concertée. Encore une fois, on demande, on répond à une prérogative de l'Assemblée nationale sur cette mission de consultation sur la participation électorale, et on n'est pas entendu. Oui. On ne peut pas participer. Alors que d'autres associations... Je comprends bien qu'effectivement c'est une revendication et qui n'est pas entendue. Cédric Szabo, sur la résurgence que disait Isabelle Verra-Masson, cette crainte de l'exécutif, comment vous la percevez, cette possibilité? Parce que ce qu'on retient, c'est qu'il y a, voilà, le mouvement, il est moins médiatique, on le voit pas, il y a plus de manifestations tous les samedis, peut-être que ça fait pas voilà, le miel des chaînes d'infos et des médias chaque week-end, mais il y a encore cette revendication, elle est toujours là. Vous le ressentez, vous aussi? Nous, ce qu'on ressent, parce que les maires peuvent ressentir, la menace, c'est pas de la résurgence d'un mouvement, c'est de l'absence de réponse à ce qu'il y a derrière. Parce que les Gilets jaunes, on sait ce que c'est qu'un mouvement, c'est une partie de la population. Nous, ce que l'on capte, c'est peut-être une nouvelle forme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous interrogez des maires sur leur réalité de vie et d'animation du collectif qui est une communauté citoyenne, qui est un village, ils nous disent aujourd'hui, les gens ne se supportent plus entre eux. C'est-à-dire que la vraie menace aujourd'hui, c'est de dire il y a à l'absence de réponse sur la mobilité, sur la santé, sur l'emploi, etc., il y a une espèce de saturation et que les élus captent ça. Nous, quand on ouvre les mairies, le 8 décembre 2018, bien avant les cahiers citoyens de l'AMF, etc., bien avant le lancement du grand débat. C'est quoi? C'est de faire que la soupape... faire lever la soupape, parce que c'est pas que les gilets jaunes. Et nous, quand on ouvre les mairies ce fameux samedi, c'est plein de gens, c'est ceux qui étaient devant leur télé à regarder les gilets jaunes, mais qui vivent la même chose que ça. C'est 22 millions d'habitants dans ces territoires, parce que le mouvement des gilets jaunes, indépendamment de la caractérisation politique que vous essayez d'en décrire, c'est d'abord une géographie. Ouais. Hein, et donc, ils sont venus dire quoi, les gens, quand ils sont venus? Ils se sont habillés, ils sont apprêtés. Ils sont venus et nous, on leur avait dit, vous écrivez, il n'y aura pas de filtre. Et ils se sont exprimés en disant, j'existe. Et c'est cette question-là, en fait. Et aujourd'hui, quand nos maires nous parlent de cette réalité-là, ce matin, Michel Fournier, notre président, sur une radio, expliquait aujourd'hui, la principale mission d'un maire, c'est de faire cohabiter les tensions.
Et les tensions, c'est la résurgence de l'absence de réponse à la question salariale, à la question de l'accès aux services, etc. Alors ça, c'est vraiment une thématique importante parce qu'il y a eu effectivement le grand débat, on va en parler, et puis il y a eu ces cahiers de doléances citoyens, 16 337 cahiers. Je vous propose d'écouter le politologue Pascal Perrineau, qui était l'un des garants du grand débat. Il était dans l'émission hier, on était depuis le congrès des maires de France, et il parlait justement de ces cahiers de doléances. Écoutons-le. Énormément de choses se sont dites dans ce grand débat. Le gros problème et la grande limite, c'est une fois de plus un État central qui reste sourd à ce qui s'est dit. Parce qu'au fond, j'ai essentiellement d'ailleurs dans mon bureau des piles entières de résumés de ces grands débats qui s'en est véritablement servi. Quelles sont les administrations d'État, quel est le gouvernement, quels sont les ministères qui se sont emparés de cette matière première phénoménale. Michel Viviorca, si on reprend déjà le grand débat et ceux auxquels participait Emmanuel Macron, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de débats citoyens organisés dans de nombreuses mairies, notamment des mairies rurales, où il n'y avait évidemment pas de grandes personnalités politiques. Mais ceux organisés en la présence d'Emmanuel Macron, est-ce que vous aviez, vous, le sentiment que les Gilets jaunes y étaient ? Justement, l'idée du grand débat, elle est géniale. Il y a une crise, je la transforme en débat. C'est quand même une idée magnifique. Sauf qu'il faut faire le débat avec les acteurs de la crise. Or, on n'a pas beaucoup vu les Gilets jaunes dans ce grand débat. Et donc, aux remarques que fait Pascal Perrineau, qui insiste quand même beaucoup sur le non-traitement de ce qui s'est dit, qui est vraiment quelque chose de honteux, je trouve. En plus de ça, ce débat n'a pas été construit avec ce qui devait être au cœur de l'échange, de la discussion, sinon marginalement. Je voudrais rajouter une chose, parce qu'on fait comme si on oubliait complètement un thème. On n'a pas prononcé le mot violence. On ne comprend rien à la pérennité de ce mouvement durant des semaines et des semaines si on ne regarde pas ce qui s'est joué, c'est très compliqué d'ailleurs, avec la violence. Mais en tout cas, ce qui est un signe de faiblesse et pas de force. Mais en tout cas, le grand débat, moi je suis d'accord, l'idée n'a pas été... Enfin, le résultat n'est pas à la hauteur de tout ce qui a été dit. Il y a quand même une réponse de l'exécutif. Oui, mais les mesures, il y a 17, on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, ça se chiffre à 17 milliards d'euros. Alors l'exécutif a offert un débouché politique à un mouvement qui n'en avait pas. Et parce que c'est un mouvement composite, vous l'avez dit, parce que c'est un mouvement de colère. C'est très différent, par exemple, des bonnets rouges. Vous vous souvenez de ce mouvement breton qui criait déjà contre une forme d'écotaxe avec les portiques. Eux voulaient abattre les portiques. Toujours dessous. Ils voulaient abattre les portiques et terminer. Et d'ailleurs, le projet a été retiré et ils ont obtenu gain de cause. Là, c'était très compliqué de donner gain de cause au mouvement des Gilets jaunes parce qu'il était composite, parce que on a quand même assisté dans les débuts et dans les manifestations, en tout cas, à une tentative de récupération de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Il faut le dire. Moi, je ne pensais pas voir de mon vivant des militants d'extrême gauche et des militants d'extrême droite aller casser l'Arc de Triomphe ensemble. C'était quand même très très particulier. Et puis par ailleurs, qu'est-ce qui a émergé ? Il y a eu le référendum d'initiative citoyenne qui est venu après, mais qui est difficilement mobilisateur pour tout le monde. Dans les premiers instants, c'était de s'en prendre aux institutions. Il fallait marcher sur l'Élysée, il fallait marcher vers l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez de ces images de coups de poing, faire reculer les forces de l'ordre. Alors c'est vrai qu'on va revenir au chapitre des violences parce que les policiers aussi ont joué un rôle. Mais c'était un mouvement de colère et de protestation qui était anti-système, qui voulait renverser le système. Or, personne ne proposant une voie pour y aller, personne ne proposant, que ce soit par les urnes ou que ce soit même par la Révolution, personne ne proposant une alliance, personne ne proposant un programme, ce mouvement n'avait pas de débouché politique. Et juste la fonction du grand débat, ça a été sans doute pas de répondre à toutes les angoisses existentielles et tous les problèmes du quotidien des Gilets jaunes, mais ça a permis aux gens de parler. Alors, était-il Gilet jaune ou non ? Ça a permis aux gens qui se posaient la question « j'existe », en tout cas, de faire valoir une certaine forme de pensée. C'était une demande des Gilets jaunes, d'ailleurs, d'intervenir dans l'espace public. Le débat, c'était aussi une réponse aux demandes des Gilets jaunes. C'est pas simplement pour détourner l'attention. Les Gilets jaunes voulaient, vous l'avez dit, exister, intervenir dans l'espace public, rappeler leurs problèmes, et le grand débat a été une des manières de répondre à cette demande-là. Et puis, il y a eu quand même quelques réponses, en particulier, vous l'avez dit, la Convention européenne citoyenne. C'est-à-dire que le débat sur l'écologie, c'est une certaine manière de répondre à cette attaque fondamentale et qui pose des problèmes énormes qu'on n'a pas encore résolus, qui était une critique de la part des Gilets jaunes de la démocratie représentative.
comment est-ce que le gouvernement pouvait répondre à cette demande-là? C'est-à-dire que c'était une demande de disparition, de dissolution. À partir du moment où les Gilets jaunes, et c'était au cœur de leur demande, c'est pour ça que j'ai parlé d'anarchie, qui était « nous ne voulons pas de représentants ». Non seulement il n'y aura pas de représentants de notre mouvement, mais il n'y aura pas de représentants nationaux. Nous n'acceptons pas que quelqu'un se déclare comme étant notre représentant. Ça voulait dire quoi? Ça veut dire de demander à... Et rappelez-vous le RIC, qu'est-ce que c'était? C'était qu'à chaque fois qu'il y avait une loi, qu'il y avait une nomination, qu'il y avait un ministre, il fallait redemander au peuple son aval. Le référendum, effectivement. Oui. Le référendum d'initiative citoyenne, c'était quelque chose qui niait la base de notre démocratie. Donc le gouvernement ne pouvait pas, évidemment, répondre à cette demande-là. Ce qu'il a fait, c'est de la remettre en débat pour y réfléchir. Et puis, sur un certain nombre de demandes, encore une fois... Il y a eu aussi une sorte de référendum d'initiative populaire, comment dirais-je, amélioré. Oui. Mais Cédric Szabo, je voudrais quand même revenir sur ces grands débats. Encore une fois, il y en a eu beaucoup organisés dans énormément de petites villes. Ça a quand même permis une parole un peu plus apaisée. On va parler de la violence après, mais dans ce cadre-là, alors après, on peut dire qu'il n'y a pas eu de réponse, mais la parole, elle s'est exprimée. Ça... Mais c'est là où on insiste là-dessus, c'est que le maire, enfin la commune, a joué ce rôle de médiation, y compris d'apaisement, sans être dans une logique politicienne, de se dire on va rendre service, etc. Nous, c'était de voir qu'il y avait des gens qui quitter le village et aller sur le rond-point à 5 ou 10 bornes de leur domicile. Et puis, il y a tous ceux qui n'y allaient pas parce qu'ils ne se reconnaissaient pas, mais qui vivent les mêmes choses. Nous, symboliquement, le 14 janvier 2019, à la clôture de notre séquence sur les cahiers de doléances et de propositions, parce que ce n'est pas qu'un mouvement de contestation, c'est aussi un mouvement de proposition, symboliquement, qu'est-ce qu'on remet au président de la République? On lui remet une clé avec dedans 100%, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de traitement, c'est-à-dire qu'on remet les choses brutes. Et qu'est-ce qu'on voit dedans? Ce que j'évoquais tout à l'heure, la santé, la mobilité, tous des sujets vie quotidienne sur lesquels, même s'il y a eu des milliards, comme on sait toujours un politique sait faire, mais là on a vu comment les maires finalement se réimposent, on sait les difficultés de cet exécutif avec les corps intermédiaires, se réimposent comme un filtre, et le président de la République dit à Yannick Berberian et Michel Fournier, quand il les reçoit le 14 janvier, il lui dit « Vous m'avez donné l'idée du grand débat ». Parce qu'il y a cette idée d'apaisement et que finalement, même si derrière, on sait que même sur le spectre simplement des élus, qui sont quand même pas complètement en France, un corps complètement sans importance, avec 500 000 personnes, le 25 avril 2019, sur la question des élus, il dit « J'ai parcouru la France, je les ai rencontrés ». Effectivement, et on savait comment il organisait les débats. Il nous appelait en disant « Est-ce que vous pouvez nous mettre, les préfectures nous appelaient pour dire qui est-ce que vous pouvez mettre, etc. » Bon. Et il dit, j'ai compris que ces gens-là étaient essentiels à la vie locale et je demande un statut de l'élu digne de ce nom. Promesse qu'il ne tiendra pas, puisque dans la loi engagement et proximité, derrière, ça ne sort pas. Et puis si on reprend autre élément de l'enquête Ipsos Soprasteria pour France Inter, réponse à la question qu'on se pose, Emmanuel Macron a-t-il répondu aux Gilets jaunes? C'est assez massif, le non l'emporte à 74%. On va passer à la thématique de la violence, Michel Viviorca. Et avant ça, je voudrais entendre un autre gilet jaune. Je vais vous redonner la parole tout à l'heure, Yves Castéra, ne vous inquiétez pas, mais un autre gilet jaune qui est sur le rond-point dont on parlait dans notre reportage, rond-point dans le nord de la France. Il s'appelle Gilbert Rigal, il est retraité. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'il fait le lien entre les samedis des gilets jaunes et les manifestations récentes anti-vaccins. Écoutez. Le mouvement des Gilets jaunes en lui-même, il ne va pas renverser la table, enfin le système, à lui tout seul. Mais il a enclenché quelque chose. Et ce qui s'est passé cet été, par exemple, toutes ces manifestations complètement improbables, inattendues, nous on se dit c'est quand même un peu la suite de ce qu'on a fait. Alors Michel Viviorca, est-ce que vous faites le lien entre les deux mouvements, le mouvement des Gilets jaunes et une forme de continuation avec les manifs anti-vax? Je dirais que, bien sûr, il y a du chevauchement, mais je pense que la nature du mouvement anti-vax, anti-pass et anti-Macron, la nature de ce mouvement me semble être très différente de celle du mouvement des Gilets jaunes. Le mouvement des Gilets jaunes, on vient de le redire, c'est un mouvement qui met en avant des thèmes sociaux avant tout, et un peu institutionnels, pour le dire comme ça.
Le mouvement anti-vax, c'est un mouvement qui touche à tout à fait autre chose, c'est-à-dire le vaccin, la science, la médecine. Et le pass sanitaire. Ce qui les réunit, c'est la détestation du président de la République. Et alors, oui, mais enfin, bien sûr, il y a un côté anti-Macron. Oui, la crise de crédibilité, de confiance. Mais d'ailleurs, jamais les anti-vax n'ont mobilisé avec la même. Bon, alors je voudrais revenir à la question de la violence. Comment vous l'analysez, cette violence? Parce que alors je vais vous donner mon point de vue de journaliste. C'était une matière médiatique parfaite, pardon, mais voilà, c'est vrai qu'elle a aussi fait voilà, l'événement, l'actualité des week-ends. La télévision, c'est aussi un spectacle, et des images de violence, c'est un spectacle. C'est horrible à dire, mais c'est une réalité. Alors, il faut dire des choses qui sont assez complexes. Ouais. Premièrement, Mathieu Crassandeau l'a rappelé il y a un instant, il y a eu de la violence d'ultra-droite, je dirais même, pas extrême-droite, mais d'ultra-droite, et de la violence du genre black box, c'est-à-dire plutôt ultra-gauche. C'est-à-dire que le mouvement, il a démarré plutôt à droite ou extrême-droite, alors, disons, dérivé en tant que... Disons que le côté ultra-droite, me semble-t-il, s'est considérablement affaibli dans la violence, premièrement. Ouais. Deuxièmement, il y a au départ, une assez grande distance entre les acteurs de la violence, donc les ultras, d'un bord ou d'un autre, et le mouvement qui n'est pas un mouvement violent. Moi, je ne dirais jamais que les Gilets jaunes, au départ, sont violents. Donc, mais, évidemment, il y a une sorte de pacte non dit qui profite aux deux. Les acteurs de la violence ont besoin de ces grosses manifestations pour pouvoir s'exprimer, et les manifestants, grâce à la violence, obtiennent ce que vous venez de rappeler, c'est-à-dire une grande visibilité médiatique tous les samedis après-midi. Bon, moi, je fais partie de ces gens qui ont passé un temps énorme sur tous les plateaux de télé parce qu'on me sollicitait sur ces enjeux. C'était très intéressant. Mais il arrive un moment où, premièrement, des Gilets jaunes sont pris en situation dans une charge policière féroce, des brutalités policières, que sais-je, et deviennent violents eux-mêmes, premièrement. Il arrive aussi un moment où un certain nombre de personnes, côté Gilets jaunes, décident de venir participer à l'action violente. Donc les choses deviennent plus compliquées. Mais une chose est claire, c'est que plus on parle de la violence et de rien d'autre, ou de beaucoup moins d'autres choses, et plus ça veut dire que ce mouvement est en train de retomber, ce qui finalement sera son aboutissement. Yves Castéra, votre réaction à cette analyse, et peut-être aussi comment vous avez vécu cette violence du mouvement de l'intérieur? Alors, il y a un sujet qui m'est passé sous le nez rapidement, hein, si vous permettez, le grand débat. Dans le grand débat, il y a eu... mais je voudrais qu'on avance, excusez-moi. Oui, le vote blanc... C'est moi qui mène le débat. Alors je sais, vous allez dire, c'est encore les Parisiens qui prennent la main, et voilà, et je vous empêche de parler, mais je voudrais vraiment qu'on avance. Il nous reste très peu de temps, et donc je voudrais que vous entendiez sur cette question de la violence. Et on n'a pas résumé le mouvement à ça, hein, on est bien d'accord. Hein. Très bien, donc je suis bien d'accord. Oui. La violence, quand on fait un petit peu l'analyse de cette violence-là, on est bien d'accord que il y a eu des actes de violence de la part de certains individus et des actes de violence de la part du gouvernement. Quand un gouvernement est illégitime parce qu'il est élu avec moins de 28% aux dernières élections, eh bien, évidemment qu'on met la police en interface entre les décisions d'un gouvernement et la population pour qu'ils obéissent à ces décisions-là. Si on prenait en compte le vote blanc impactant sur tous les scrutins... de la Ve République, ça, il y a toujours eu un candidat du premier tour qui fait 28, 30% au mieux et qui ensuite c'est ça le problème, c'est qu'il y a toujours eu... Et voilà, bien non, on ne veut plus fonctionner comme ça. Tous les présidents de la République sont illégitimes ou ont été illégitimes. Eh bien, mais la question du mouvement des Gilets jaunes, elle est là. Il faut vraiment écouter le mouvement. C'est que le principe démocratique aujourd'hui n'est pas respecté. On est gouverné par un président de la République dont je respecte la fonction. On est gouverné par quelqu'un qui, sur le plan de la représentativité électorale, est illégitime. C'est tout simple. 66% d'abstention aux dernières élections régionales. 66%. Comment on gouverne avec ça? Eh bien, on met la police. On met la police en interface, on met les policiers en interface, et puis là, ça va générer de la violence de la part de certains individus qui n'attendent que ça, et on tue le mouvement à travers ça. Voilà. Nous, ce qu'on veut... Ça fait beaucoup réagir sur le plateau. Je reprends la main une seconde. Mathieu Croissando, vous dites... Non, c'est un vieux débat de savoir si on sort le score du premier tour du président pour savoir s'il est légitime. Il faut rappeler qu'il y a quand même eu des législatives derrière qui ont doté ce président d'une majorité très large au Parlement qui lui a permis de conduire sa politique. Donc, c'est le fonctionnement de nos institutions. On peut la remettre en cause, mais c'est le fonctionnement des institutions dans notre démocratie. Moi, je pense que le mouvement des Gilets jaunes, il s'est abîmé dans la violence. Et je ne suis pas persuadé que ce soit juste une question de quelques individus, parce qu'on a vu effectivement des gens qui n'étaient
n'étaient pas forcément mus par la violence au début, devenir violents. Et puis il y a eu des symboles qui ont été pris d'assaut. Je repense à la préfecture du Puy-en-Velay, je repense à des choses à Paris. Demandez aux commerçants qui se sont fait casser les vitrines tous les samedis, que ce soit à Paris ou dans les villes, voilà, ou dans d'autres villes, s'ils n'ont pas vécu de l'intérieur cette violence qui n'était pas juste le fait de quelques casseurs. C'était une violence qui était partagée. Rappelez-vous, les policiers, quand ils fouillaient les manifestants, ils trouvaient chez des bons pères de famille, entre guillemets, ou des bonnes mères de famille, des gourdins, des matraques, des boules de pétanque. Donc ce mouvement la violence était inhérente à ce mouvement, sans doute parce que la colère était forte et que la violence n'était que l'écho de la colère. Mais on ne peut pas dissocier les deux, et ça n'était pas, à mes yeux, juste l'affaire de quelques groupuscules. Après, évidemment, les forces de l'ordre n'ont pas su réprimer ce mouvement, elles n'ont pas su le faire. Donc elles l'ont fait dans une violence extraordinaire, elles aussi, ce qui fait que les deux se sont auto-alimentés. Mais voilà, c'est pas, à mes yeux en tout cas, pas juste... je voudrais rappeler quelque chose qu'on n'a pas dit depuis le début et qui fait la force quand même des Gilets jaunes. C'est l'incroyable soutien de la population mesuré à travers les sondages. Rappelez-vous, pendant tout le mouvement, ça va durer 1 an, 2 ans, plus de 70% des Français interrogés soutiennent le mouvement des Gilets jaunes. Et ça donne aux Gilets jaunes une force, et même aux journalistes, une légitimité pour donner la parole à ce mouvement. Il est très important. Alors certains, comme Roland Quérol, disent de toute façon, les mouvements pour la fin du mois sont toujours populaires. C'est vrai, mais on pourrait être étonné que ce mouvement populaire, dans le sens très très largement populaire, va chercher du côté de la violence pour s'installer. Donc il y a là, me semble-t-il, une sorte de contradiction, mais cette contradiction s'explique également par notre système médiatique. Et il est clair que la violence va être utilisée pour maintenir l'intérêt des médias, des politiques sur un mouvement qui n'a pas d'énormes revendications. Allez, quand même. Il nous reste moins d'1 minute. Je voudrais entendre votre mot de conclusion, Cédric Zabot. Justement, c'est intéressant, le triptyque violence, colère et soutien. Le fait de venir à Paris, c'est l'agrégation de la colère de la province qui vient rencontrer l'univers médiatique en écho, parce qu'il n'y a pas d'écoute, et vous avez très bien interprété ça, c'est bien une question d'agrégation de colère, de non-dit, d'accumulation de frustration sur toute une série de sujets, et sur lequel, effectivement, à un moment donné, il y a les violences de part et d'autre, on le sait, mais vous l'avez dit aussi tout à l'heure, c'est parce qu'il y a une captation médiatique qui fait qu'il y a un écho. Et c'est là où c'est intéressant, au sens où c'est dangereux, puisque ça permet à tout le monde, aux Gilets jaunes comme à l'exécutif, de ne pas traiter le sujet au fond, qui est d'apporter des réponses très pragmatiques. Et aujourd'hui, je peux vous garantir, sur tous ces sujets-là, on a vu passer des éléments qui, dans les éléments de langage, de discours, nous on a obtenu un agenda rural, mais l'agenda rural, c'est des propos, c'est pas des mesures. Et aujourd'hui, et on voit bien qu'on retombe là depuis quelques semaines sur la question de la tarification de l'essence. Et moi, je suis toujours ultra dépendant du déplacement en voiture, alors qu'à Paris, je peux avoir 7 ou 8 moyens de transport alternatifs. Merci beaucoup, merci à tous d'avoir participé à ce débat. Merci Yves Castéra d'être intervenu dans l'émission. Michel Viviorca, je rappelle le titre de votre livre « Où va la France, métamorphose ou déchéance ?» C'est publié aux éditions Rue de Seine. Dans un